Dans ce premier tutoriel sur les objets DMM et la simulation DMM, DMM pour Digital Molecular Matter, solution implantée dans la version 2012 de Maya par la société Pixellux Entertainment. Nous allons voir comment nous pouvons donc simuler des premiers objets, comment d'abord créer d'une part des objets DMM et ensuite les simuler à l'intérieur de scènes de Maya. Ok, donc on a plusieurs façons de pouvoir créer des objets DMM. D'abord, on va venir dans le module de travail spécifique à DMM. Pour ça, bien sûr, on a enclenché le plugin et si ce n'est pas le cas, on vient dans Windows, Settings, Préférences, Plugin Manager et on enclenche donc le plugin DMM. Et ensuite, on va pouvoir venir à ce moment-là dans le module de travail qui se rajoute après les N dynamiques. On a DMM. Donc DMM nous rajoute donc une série de menus de DMM Asset à DMM Help et on va pouvoir donc créer d'une part des objets de type DMM et ensuite donc simuler des rigid body, des soft body qui vont interagir ensemble pour donner donc une simulation dynamique. Donc plusieurs façons de créer des objets DMM. On a dans le premier menu ici DMM Asset un ensemble de possibilités. Après, et on utilisera la vérification et les checks des polygones utilisables donc dans la solution DMM. On va avoir donc la possibilité ici de créer avec les différents crates de Object Primitive à bar DMM Object, différentes approches et méthodes, donc plus ou moins précises, pour créer ces objets DMM. Donc on va commencer par la première méthode la plus simple, c'est de créer donc un objet primitif qui est déjà, je dirais, tout prêt au format DMM et que l'on va pouvoir utiliser donc pour une première simulation. Donc ici on a donc les objets primitifs qui sont sous la forme simple comme les objets primitifs de Maya. On a du cube au platonique solide ici, donc on va prendre en premier le cube. Ok, donc on va se retrouver avec un cube dont on va voir la structure nodale avec Maya. Voilà le cube en question. Donc on voit qu'on obtient ici donc un cube classique. Ce cube classique en fait est un cube donc directement DMM. Donc ça part d'un cube polygone puisqu'on voit dans l'arborescence ici un ensemble de nodes attachés donc à ce cube. On a P cube et P cube shape que l'on reconnaît donc qui sont les constituants d'une modélisation polygonale et ensuite sont attachés donc un ensemble de 4 nodes qui gèrent donc les fonctionnalités DMM. Donc le cube ici polygone est totalement, complètement transformé donc en objet DMM de manière automatique. On verra que l'on peut donc transformer un objet complexe polygonal en objet DMM par plusieurs méthodes pour obtenir cette arborescence-là sur un objet plus complexe. Alors, ce qui est important d'utiliser ici dans les objets DMM, c'est ce qu'on appelle le DMM Asset Manager qui va nous permettre donc de gérer les objets ou par objet donc les fonctionnalités des DMM. Donc je viens ici dans Edit DMM Asset Manager et j'ouvre donc le panneau suivant qui va me permettre donc de me promener dans l'arborescence des différents nodes constituant donc l'objet DMM. Alors un objet DMM, comme on l'a un peu défini en introduction, c'est un objet qui transforme un objet polygonal en objet donc constitué d'éléments tétraédriques. Ça veut dire c'est des pyramides triangulaires volumétriques qui constituent donc l'ensemble du volume de l'objet défini. Donc ici notre polygone cubique et découpé donc en tétraèdre, donc en pyramide triangulaire. Et ce qui va permettre au moment où il faudra donc d'une part jouer de la dynamique, que ce soit en soft body, donc par exemple en objet souple, encore souple, il va pouvoir rebondir sur les angles, s'amortir comme un objet volumétrique, et ensuite et surtout
quand on va pouvoir casser l'objet, eh bien on va voir apparaître donc des unités tétraèdres qui vont être rassemblées en morceaux qui vont venir se casser. Donc ça c'est la manière, je dirais, primitive de casser donc un objet DMM. On verra qu'il y a d'autres méthodes pour casser ces objets-là, dont notamment en définissant donc des lignes de brisure donc à l'intérieur de l'objet. Ok. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à partir du moment où on transforme un polygone en objet DMM, eh bien il est constitué volumétriquement d'objets tétraédriques, donc de pyramides triangulaires unitaires, et ensuite il y a un calcul qui est fait de simulation dynamique, de physique, par rapport à ces éléments unitaires, et donc on appelle ça un calcul aux éléments finis qui est réalisé donc dans la solution DMM. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va pouvoir affiner notre modèle. Si on veut le casser en plusieurs morceaux, on va devoir affiner donc ici notre modèle DMM. Alors pour ça, avec le DMM Asset Manager, on va venir sur les différentes zones qui nous intéressent et sur les différents nodes qui nous intéressent. Donc on va venir sur Source Mesh et cliquer sur Select. Ici, dans l'attribut éditeur, on va retrouver le PCube Shape 1 et le PolyCube 1, constitutif donc du polygone initial. Donc on peut très bien, par exemple, mettre ici Wireframe Unshaded pour voir apparaître donc la découpe donc du polygone et venir ici donc dans Subdivision, augmenter par exemple en mettant une valeur de 4. Voilà, 4. 4. Donc voilà notre polygone cubique qui est redécoupé maintenant donc en éléments plus fins de 4 par 4 sur 4 et qui va donner donc une simulation beaucoup plus précise bien sûr, soit en termes d'objets élastiques, soit en termes d'objets cassés par exemple pour prendre un peu les deux extrêmes. Donc maintenant on va faire apparaître donc les tétraèdres volumétriques dans ce cube en venant donc ici soit dans DriveM TETMesh ou Simulate TETMesh qui est la solution donc ici Simulate TETMesh et la solution donc calculée par le moteur DMM. Donc on peut le faire apparaître ici, on va voir donc les différents éléments, on peut les sélectionner aussi pour les voir apparaître ici dans l'attribut editor et on va venir donc en mode 4 ici, ok, et on voit donc le maillage ici des différents donc tétraèdres qui sont réalisés donc automatiquement par découpage donc de la surface, d'abord en forme triangulaire comme on l'a vu sur la surface et ensuite de manière volumétrique donc en tétraèdre. Donc c'est cet ensemble d'éléments finis, d'éléments unitaires finis qui va être utilisé donc par le moteur de simulation DMM. Ok, donc on va l'enlever ici. Ok, revenir ici en mode 7 et revoir dans notre cube. Donc à partir de là, eh bien, on va constituer un deuxième élément DMM. Donc là, eh bien, on va prendre un élément existant polygonal qui est la surface ici de la plateforme donc, de l'usine. Ici, et on va donc la transformer en objet DMM. Donc pour ça, eh bien, on va venir sur l'objet. Donc je viens ici dans l'outliner, vérifier que j'ai bien donc un objet polygonal, un sol ici. Donc c'est un simple cube ici qui représente le sol. Éventuellement, on va venir vérifier si le polygone est bien constitué et pourra devenir un objet DMM avec ici Verify Polymesh. Ok, et si donc en bas on a un résultat positif, donc on nous prévient que cet objet peut devenir donc un objet DMM, et bien on pourra continuer. Autrement, comme on le verra sur l'exemple suivant, et bien il faudra venir corriger donc la modélisation
On verra que certains polygones ne peuvent pas être donc DMM pour des raisons donc de constitution avec des trous notamment dans la modélisation. Donc on verra ça dans le prochain exemple d'objet DMM. Ici donc on a notre surface, le sol, et on va le transformer donc en objet DMM. Pour ça on va venir sur DMM7 et venir utiliser la fonction create DMM object from polymesh. Ok, on va retrouver donc deux fonctionnalités qu'on va étudier euh, prochainement de manière plus précise, c'est area et quality ici, qui permettent de définir donc la qualité de l'objet DMM. Area, c'est la surface de découpe unitaire. Donc si elle est importante, eh bien, on va avoir une grande surface qui va être découpée dans notre polygone. Si on veut quelque chose d'assez fragmenté et précis, on va réduire cette fonction, cette caractéristique area ici. Et la qualité, bien sûr, c'est le facteur donc, de découpe de qualité. Ici, bien sûr, plus il sera important, plus la découpe sera bien faite et autrement avec une faible qualité. Ici, on aura une découpe primaire selon l'area. Donc les deux paramètres sont liés, area et qualité, pour obtenir quelque chose qui nous convient dans la simulation que l'on veut réaliser. Donc on verra différents exemples de fonctionnement d'area et de qualité ici. Donc ici, je vais réduire la qualité, je vais passer à 5 et laisser area 10 000 ici et faire create, close. Donc ici j'ai limité complètement donc la qualité. On voit donc ce que j'obtiens ici au niveau du sol, la découpe obtenue. Ici dans l'outliner, on voit les différents éléments qui ont été maintenant créés après sol shape. On retrouve donc les quatre éléments du fonctionnement DMM et on a donc notre objet ici qui est maintenant un objet DMM. Donc ici, l'objet DMM que l'on va utiliser comme sol ne doit pas bouger et ne doit pas être en réaction par rapport aux forces en présence dans la scène, notamment la gravité qui est automatiquement mise en place dans une scène DMM que l'on pourra retrouver dans la scène. Et donc à ce moment-là, on va prendre le DMM Asset Manager, on fait refresh ici si nécessaire pour obtenir donc les fonctionnalités, les caractéristiques de l'objet sélectionné. Donc ici on le voit, c'est le sol 1, réacteur groupe sol 1, et on va venir dans les paramètres de tête ici. Donc on va cliquer ici sur DMM passif pour transformer l'objet, donc un objet qui ne réagira pas aux forces en présence dans la scène et qui ne servira donc qu'à la collision des autres objets DMM. Maintenant que tous les objets sont en place, les deux objets donc DMM que l'on a définis pour cette scène, eh bien on peut lancer notre première simulation DMM. Alors de manière assez simple, on va venir donc euh, lever donc l'objet ici en l'air, le faire pivoter légèrement. Ici donc on définit les paramètres de position, de rotation, de scale éventuellement donc initial à l'aide donc du P-cube avec le Translate Rotate et Scale. Donc on a les différentes possibilités ici qui apparaissent, on le voit donc dans le rotate ou dans le changement de la position. À partir du moment où on aura défini cette position initiale, les paramètres Translate Rotate et Scale ne seront plus utilisables dans la simulation DMM. C'est bien la solution DMM qui prendra donc le relais en termes de position donc de l'objet qui pourra donc rester intègre en une seule partie ou se fracturer éventuellement ou se déformer. Donc on pourra ici par exemple scaler l'objet donc en le transformant donc voilà 0,6 par exemple ici et à partir de ces paramètres donc initiaux lancer donc la simulation. Alors je disais par défaut il y a une gravité donc sur les scènes DMM. Donc en fait, on aura la possibilité d'avoir tout un menu de gestion donc des scènes DMM avec DMM Scene ici, donc DMM Scene Manager, la possibilité donc de faire du cache pour venir sauvegarder donc la simulation sur le disque dur. On peut aussi donc atteindre la scène DMM, le node ici avec DMM Scene Node.
en cliquant sur Select par rapport à un objet défini. Et ici, on voit que l'on a donc dans l'attribut editor, donc dans l'onglet DMM Scene, une gravité qui est classique, donc à moins 9,810 sur l'axe Y. Donc si je lance ma simulation, eh bien, je vais avoir mon objet ici, donc qui chute et qui rebondit donc sur la surface donc du sol, qui est un objet DMM et qui réceptionne donc ici l'objet. Ok. Donc par défaut, l'objet DMM défini est un objet assez élastique, comme on peut le voir ici, que ce soit donc l'objet qui réceptionne, donc le sol, que le cube, et c'est pour ça que l'on a donc cet effet de rebond que l'on peut voir donc sur la première simulation. Donc immédiatement, on va pouvoir modifier donc la structure et le fonctionnement des objets DMM grâce à ce qu'on appelle des matériaux DMM. Donc les matériaux DMM, c'est pas exactement, et voire pas du tout, des matériaux que l'on utilise dans Maya. C'est des matériaux au sens physique du terme, dans le sens où ça va donc modifier le fonctionnement de l'objet. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des matériaux de type fer, de type plastique, et qui vont donner donc une simulation pour l'objet de type fer ou de type plastique. Donc on va pouvoir venir par exemple donc sur le DMM du sol ici et venir donc dans DMM matériel, donc le troisième onglet, assign new DMM matériel, et puis on va pouvoir mettre par exemple une plaque de fer, donc iron, euh, ici un fonctionnement donc de métal pour le sol, et donc on va relancer la simulation. Ok, donc on a toujours notre objet qui rebondit, qui est la caisse donc ici qui est un peu en caoutchouc. Ok, donc on va reprendre donc maintenant la caisse et appliquer donc aussi un DMM matériel, par exemple de type wood en bois, ici donc à la fin de la liste. Voilà. Et donc on voit tout de suite la modification donc de comportement de la caisse donc au moment de la chute. Donc elle rebondit nettement moins dû aux deux changements de matériaux donc que l'on vient de faire sur les deux objets DMM de la scène. Alors bien sûr, on pourra adapter donc les paramètres de ces matériaux, les modifier donc dans l'attribut editor de ces matériaux. Alors on peut essayer donc différents types de matériaux qui sont ici proposés. Donc on peut essayer donc remettre par exemple du rubber ici donc un caoutchouc, une simulation de type caoutchouc et hop, on retombe sur quelque chose qui a tendance à plutôt rebondir ici. Ok, voilà. Ok, donc on va pouvoir maintenant venir éventuellement donc dans les paramètres du matériel, donc en venant toujours dans le DMM Asset Manager, DMM Material Node, ça va plus vite, on vient le cliquer dessus et on a donc dans cet attribut editor de Rubber ici, les principaux paramètres, donc DMM matériel attribute, qui apparaissent. On ne va pas tous les passer en revue ici dans la première approche. Principalement, on va en voir deux ou trois. Donc, notamment le premier Young Stiffness, qui permet justement de définir donc le côté élastique ou non élastique de l'objet. Donc ce paramètre fonctionne de la manière suivante. Des petites valeurs transforment l'objet donc en objet très élastique et des grandes valeurs donc transforment l'objet en objet donc stiff, ça veut dire donc en objet rigide. Donc si je mets ici des petites valeurs, vraiment petites ici, et je relance la simulation, eh bien j'ai un objet qui s'écrase totalement, qui se donc
physiquement et volumétriquement se déforme totalement, se déstructure totalement. Ok, ici. Voilà, donc on va trouver une valeur où l'objet donc va rester à peu près donc voilà, là ça fait un peu plus gélatine. Ok, on le voit donc continuer à bouger. Donc voilà les valeurs. Donc ici on a une valeur donc à 230 000 par exemple pour arrondir, qui nous donne donc un corps relativement souple, voire gélatineux. Et puis à l'inverse, avec donc des valeurs relativement importantes, eh bien on va avoir donc à ce moment-là un objet qui est relativement dur et tellement dur qu'il va venir donc se casser. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la valeur donc de limite de cassure ici, toughness. Il est à 20 000. Je vais l'augmenter de telle manière que l'objet ne se casse pas malgré qu'il soit donc super rigide. Voilà, donc à ce moment-là, on a un objet très dur, style fer, qui tombe, qui chute, boum, et qui ne se casse pas. Donc voilà le paramètre Young stiffness ici, et puis le deuxième paramètre ici que j'ai commencé à modifier, toughness ici, qui permet donc de définir la limite de brisure, si un objet peut être cassé ou pas, et donc il dépend de ce premier paramètre aussi donc, que l'on a défini, Young Stiffness. Donc si on a un paramètre souple, et bien sûr, il aura tendance à pas se casser, à amortir donc le choc. Donc si je descends la valeur de stiffness ici, il va falloir que je descende la valeur aussi donc de toughness de telle manière que l'objet puisse éventuellement se briser. Ok. Donc si je mets une grande valeur ici de toughness avec donc une petite valeur, on avait dit donc 250 000 par exemple, et eh bien là j'aurai donc un objet mou qui ne se brise pas, relativement mou, qui ne se brise pas. Il va falloir que je descende donc la valeur de toughness ici sur des valeurs relativement faibles, dans les environs de 700 par exemple. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va avoir donc un objet qui en même temps est relativement souple et en même temps se casse. On a vu que l'objet donc tapait sur le sol et on avait donc des éclats qui rebondissaient et qui partaient un peu dans toutes les directions. Ok, donc ça donne un objet qui s'éclate complètement donc au niveau du sol, voilà, hop, et qui va rebondir. Donc maintenant, si on veut un objet qui s'éclate au niveau du sol en se brisant, comme une caisse en bois par exemple, ou un objet relativement dur, comme de la pierre, des choses comme ça, on va augmenter donc le paramètre de stiffness ici, ok, et on va relancer donc la simulation. Voilà. Donc là, on a un objet donc, qui est plus rigide, moins souple et moins élastique. Et donc en se brisant, il ne rebondit pas. Donc les morceaux restent quasiment sur place, un peu comme de la pierre ou une caisse en bois éventuellement, qui viendrait donc à se couper ici. Donc maintenant que l'on a donc notre paramètre de stiffness, on ne va pas le bouger. On a notre paramètre donc de toughness ici que l'on va pouvoir donc augmenter ou réduire. Alors en l'augmentant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va moins briser donc l'objet. Ok, donc il va se casser en moins de morceaux. Donc les morceaux vont être plus gros. Donc une des solutions pour obtenir donc beaucoup moins de petits morceaux, c'est d'augmenter cette valeur de toughness. Donc c'est un des moyens. Voilà, donc là, eh bien, on a donc une pierre qui vient de se casser en deux morceaux, une caisse en bois qui vient de se casser donc juste en deux morceaux et qui éventuellement est fêlée donc à d'autres endroits, mais qui donc reste pour l'instant donc constitué de morceaux ici. Alors ce qu'il faut noter dans les brisures que l'on obtient dans les morceaux donc cassés de l'objet, c'est qu'ils sont pleins dans le sens où, comme je le disais en préliminaire, on a donc
des tétraèdres, donc des pyramides triangulaires qui constituent donc l'ensemble de la simulation. Et donc quand on casse l'objet, eh bien à l'intérieur, on voit bien donc ces tétraèdres, ces formes donc euh, pyramidales ici qui constituent donc l'ensemble de notre objet DMM. Okay, donc on va revenir à 9000 par exemple, relancer la simulation et ça devrait se casser voilà, en un peu plus de morceaux ici. Ok. Voilà donc principalement les deux paramètres ici sur lesquels on va pouvoir jouer pour modifier donc la structure et la simulation de notre objet, tant soit en termes d'élasticité et de rebond, soit en termes de dureté et de brisure et de donc d'éclatement de l'objet en plusieurs morceaux, ici comme on peut le voir. Pour continuer ce tutoriel vidéo de première approche sur les objets DMM, on va faire une simulation un peu plus complexe qu'un simple cube. Ici, on va venir briser donc une partie de l'escalier. Donc on est venu ici séparer donc l'escalier en deux parties, avec donc une partie autonome, la partie basse ici, avec donc le plateau central que l'on va pouvoir donc déformer grâce à la simulation DMM. Alors d'abord, d'une part, là ici on a affaire à un objet un peu plus complexe qu'un simple cube, qui comprend notamment des zones pleines et des zones creuses, comme les marches d'escalier et entre les marches d'escalier, et comme les tubes des rambardes, et entre les tubes des rambardes, donc on a du vide. Donc là on a un objet pour la simulation DMM qui est un peu plus complexe, et on pourra utiliser donc une technique de low polygone qui va nous permettre de simuler plus rapidement ce genre d'objet. Donc dans un premier temps, on va vérifier que notre objet polygonal est bien qualifiable en objet DMM. Donc pour ça, eh bien, on sélectionne l'objet et on vient dans DMM Set et on fait Verify Polymesh. OK. Et ici, on obtient donc un message warning qui nous dit que, eh bien, il y a un problème au niveau de cet objet polygonal. Donc, les problèmes sont souvent dus, d'une part, donc, au fait que l'objet n'est pas fermé. Ça veut dire que l'on a une zone donc, qui est ouverte donc, à l'intérieur de notre objet. Donc il faudra venir la fermer. L'autre possibilité, c'est qu'on ait des edges qui partagent donc plusieurs faces polygonales qui sont en forme de T. Donc ça c'est le problème classique donc en modélisation que l'on retrouve. On peut très bien utiliser aussi l'outil dans Mesh ici Cleanup qui permet de résoudre pas mal de problèmes de ce type-là et qui permettra de transformer l'objet donc en objet DMM éventuellement. Donc Cleanup enlèvera une grosse partie des problèmes. Fill All aussi permettra aussi de remplir donc les zones qui ont des trous. Donc avec ces deux fonctionnalités Cleanup et Fill All, on peut enlever donc une grosse partie des problèmes pour transformer ensuite notre objet en objet DMM. Ok. Donc, par contre, si on veut être plus précis et voir à quel niveau se situe le problème, eh bien, on sélectionne notre objet ici, Show, Isolate, View Selected. Donc, il nous reste notre objet ici. Et puis, on va venir ouvrir donc le script editor et voir où se situe donc le problème avec donc les messages qui nous sont donnés ici donc, par le script editor. Donc error mesh, age 706. Ici, on obtient donc l'ensemble des problèmes. Donc il nous dit que edge est utilisé seulement par un polygone, ça veut dire qu'il est donc sur un bord et qu'il n'est pas partagé donc par d'autres polygones, donc c'est pas une zone fermée. Ok, donc on va venir ici rechercher le problème. Alors pour ça on a plusieurs solutions. General Editor, Component Editor. Ok, on va venir donc ici sur le component editor pour venir sélectionner donc les edges qui ne fonctionnent pas. Je refais un verify polymesh ici et en faisant donc un verify polymesh,
il me sélectionne automatiquement les edges qui ne fonctionnent pas, donc 706, 709, 713 et ainsi de suite. Donc je peux avoir la liste ici des différents objets dans le composant d'éditeur, des sous-objets plutôt edge qui ne fonctionnent pas, et venir en sélectionner un, par exemple le 706, là pour voir exactement où se situe le problème, en focalisant dessus. Hop, voilà, en passant donc en mode Edge. Ok, je peux voir que le Edge qui ne fonctionne pas, eh bien c'est un Edge qui se situe ici. Ok, et on voit bien qu'on a donc un trou ici par rapport donc aux autres objets où on a une face qui ferme donc le tube. Donc je vais venir ici fermer donc le tube. Alors plusieurs solutions, soit fill all, soit je reviens en mode polygonal, hein, soit donc append to polygon tools. Ok. Ok, voilà, et donc je peux reprendre maintenant mon objet et venir donc en DMM Verify Polymesh, et donc à ce moment-là, je vois que mon polygone peut être transformé en objet DMM. Ok. Donc maintenant que l'on a vérifié que notre objet détaillé était donc transformable en objet DMM ou pouvait être donc utilisé dans la simulation DMM, eh bien on va venir créer donc tout autour un objet low poly. Ici, alors donc on va revenir dans Show ici pour voir l'ensemble. Et donc je vais sélectionner mes deux objets Show View Selected. Voilà, donc ici j'ai mon objet donc polygonal. Je vais mettre en mode 4. En wireframe, donc pour voir donc l'objet polygonal que j'ai créé qui entoure donc l'escalier de plus grande définition et qui sont constitués, donc cet objet polygonal de faibles polygones est constitué de plaques qui viennent recouvrir. Donc ce qui est très important, c'est que l'objet polygonal doit recouvrir donc l'objet donc de haute définition complètement, il doit être à l'intérieur, comme c'est le cas donc ici, et on viendra ajuster éventuellement. Donc si on a une partie qui ressort, donc on vient vérifier. Ok, donc ici en mode 5, on vient vérifier. Voilà, par exemple, ici on a juste un peu donc euh, d'éléments qui ressort et on viendra donc se mettre en mode vertex, par exemple, venir reprendre donc ces points. Ok, voilà pour légèrement donc les décaler. Voilà, les ouvrir légèrement ici pour bien intégrer donc les différents éléments. Donc, on peut obtenir donc une forme relativement simple à partir d'une forme complexe, comme on le voit ici, et c'est elle qui va nous servir de gabarit pour réaliser la simulation DMM. Bien sûr, il faudra que cet objet low poly soit qualifiable en objet DMM. Pour ça, on viendra dans Verify Polymesh et on viendra vérifier que notre objet low poly, lui aussi, peut être transformé donc en objet DMM et pour être intégré donc à la simulation DMM. Donc maintenant, pour lancer la simulation et transformer les deux objets escalier final et escalier low poly donc en objet DMM, on va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, on va sélectionner donc notre objet low poly et on va le transformer donc en tête cage. Alors tête pour tétraèdre ou tétraédron, cage donc un ensemble donc une cage donc tétraédrique qui va servir donc de référence à la simulation DMM pour l'escalier haute définition qui est en dessous. Donc je viens sélectionner mon escalier basse définition et je vais venir dans DMM set, dans Create Bar DMM Object. From Polymesh, puisque je pars d'un polygone. Ok, et je retrouve donc les paramètres que j'avais précédemment dans la transformation de mon objet polygonal en objet DMM. On a l'area et la qualité ici qui me permet donc de définir un tétraèdre, une succession donc de tétraèdres de manière plus ou moins précise. Donc ici je vais laisser une valeur de
2000 et puis une qualité. Je vais réduire un peu la qualité pour la simulation. Je vais la mettre ici à 10 et je fais create. Ok, donc on voit qu'on obtient quelque chose qui est donc un objet qui est faiblement défini, hein, en termes de cassure, enfin de triangularisation d'abord d'une part, qui seront les lignes de brisure donc de l'objet. On voit qu'on a peu de lignes, hein, donc peu de possibilités en définitive de pouvoir donc briser cet objet éventuellement. Ok, donc si je laisse la valeur de 20 en termes de qualité et je relance donc la création. Voilà, donc là on voit tout de suite que l'on a beaucoup plus donc de définition triangulaire sur la surface et donc forcément de tétraèdres, de pyramides triangulaires volumétriques qui vont constituer donc l'ensemble de l'objet dans la simulation DMM. Donc en appuyant sur la touche 4 en mode wireframe dans Maya, on voit bien donc la définition que l'on a donnée donc aux différents modules unitaires tétraèdres ici qui constituent donc le volume de notre escalier low poly maintenant que l'on voit donc en ligne rose saumon ici qui va donc constituer ces éléments élémentaires qui vont être dans le calcul donc de la simulation DMM. Ok. Donc maintenant on va venir prendre donc cette simulation DMM, enfin plutôt cet objet DMM, l'escalier high poly, et puis on va lier les deux ensemble. Donc je sélectionne ici escalier low poly, escalier final, et je viens donc dans DMM Asset, Add Surface Mesh, to bar DMM Object. Donc là, il n'y a pas de menu particulier. On laisse Clip Surface Mesh, c'est-à-dire que l'objet que l'on va donc constituer, que l'on va attacher, va être donc cassable, breakable on, add and close. Ok. Donc voilà maintenant notre objet donc polygonal qui vient d'être transformé en objet DMM grâce donc à l'escalier low poly qui lui-même était donc un objet DMM. Ce qui va nous permettre d'avoir une simulation relativement rapide sur un objet complexe ici avec quand même un niveau de détail de calcul qui est assez intéressant. Et donc maintenant que l'on a réalisé donc l'escalier en objet DMM, on va venir donc dans la scène pour lancer donc la simulation. Maintenant notre escalier est prêt donc à être joué dans la simulation. Pour compléter donc la simulation, on va venir mettre au sol donc un cube en DMM passive, hein, comme on l'a fait précédemment. Ok, donc on va le descendre légèrement, voilà, pour venir le cacher. Donc, hop, voilà. Ok, et puis on pourra faire donc la même chose sur le mur latéral ici, au cas où des objets viennent taper donc sur la paroi ici métallique latérale. Donc pour ça, et puis on fera la même chose, on viendra dans DMM7, DMM objet primitif, cube. Ok. Et on va venir donc positionner notre cube ici, donc qui va reprendre donc la paroi, donc tant en termes de positionnement que de taille. Ok. Voilà, donc c'est un objet bien sûr qui apparaîtra pas ensuite dans le résultat final du rendu, mais que l'on peut donc positionner au mieux par rapport à l'objet. Alors bien sûr si la forme du mur n'est pas perpendiculaire, comme c'est le cas ici, on a une légère pente, et eh bien on viendra juste englober, moyenner ici. On aura plutôt des objets qui viendront taper sur le bas, donc on va venir ici plutôt donc au niveau de l'angle du mur. Voilà, après avoir positionné l'objet,
on vient donc dans DMM Asset Manager et transformer cet objet donc en passif, DMM passif ici. Ok. Et enfin, on va créer donc une caisse ici, aussi un nouveau cube qui lui va être actif et qui va chuter avec la gravité sur l'escalier. Donc ici, on va définir donc un matériau pour cet objet-là de type iron ici. Ok. Et éventuellement, on va aller donc dans des mêmes matériel node. Ok. Venir donc vérifier les paramètres et éventuellement pour alourdir donc l'objet, augmenter donc la densité ici de l'objet en venant donc plutôt sur des valeurs de 9000 que de 7000 ici pour alourdir l'objet qui va donc écraser l'escalier. Donc l'escalier, lui, est en objet DMM avec un matériau de base, un matériau de simulation de base qu'on va laisser tel quel pour voir ce que cela donne. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici avec la visualisation en playback. On voit que l'escalier ici donc est assez élastique, hein, donc c'est le matériau de base du DMM ici. On voit que on dirait que l'escalier monté sur ressort est assez caoutchouteux. Donc ce pli, ce qui est assez intéressant, c'est que il se plie et garde donc les cassures et les pliures qu'il a reçues donc de la caisse. Alors on a un peu d'interpénétration comme on peut le voir ici au niveau de la rambarde. Donc ça c'est dû à la définition, donc on peut améliorer et du DMM low polygone de l'escalier et aussi notamment de la caisse qui est assez mal définie ici, qui est simplement définie. Mais ça nous donne donc une première idée de simulation ici et ce qu'on va pouvoir amener comme donc amélioration sur cette simulation. Donc notamment on va venir modifier en premier donc le type de matériau utilisé pour l'escalier. Ok, donc pour ça, eh bien, on va revenir rebobiner, sélectionner ici notre objet DMM et venir donc dans le DMM Asset Manager, Material Node. Hop, ok. On va venir donc ici dans DMM Material, Iron. Donc ici on a transformé donc notre escalier donc en escalier en métal et donc on va voir maintenant la simulation que l'on obtient. Donc cette nouvelle simulation que l'on peut voir maintenant ici, donc avec le métal iron ici, montre donc quelque chose qui est légèrement plus résistant à la chute donc du bloc qui est lui-même de forte densité, donc très lourd, et qui vient donc briser donc ici les différentes parties de l'escalier. Alors ce qu'on peut remarquer au début de la simulation, c'est l'oscillement donc de l'escalier qui se met en place donc par rapport au sol que l'on a donc ici disposé en dessous et donc on a une stabilité ici de l'escalier qui se fait au début et un effet de rebond. Donc on peut venir bien sûr remettre donc en place l'escalier et le coller un peu mieux donc à la surface. Alors il faut éviter l'interpénétration, mais venir donc mieux coller donc les deux éléments ici donc l'escalier pour qu'on ait moins cet effet donc de rebond. Donc on voit ici que l'on a donc une séparation importante entre donc l'escalier ici et donc l'objet passif, DMM passive, le cube qui le réceptionne, qui réceptionne la simulation en termes de collision. Ok. Et donc à ce moment-là, bien on pourra remonter donc l'objet passif de telle manière que on est moins cet effet donc élastique de la chute de l'escalier qui va rebondir un peu au niveau de sa mise en place. Ok, donc on va relancer la simulation. Donc en venant ajuster la hauteur du sol par rapport donc à l'escalier, bien
on obtient quelque chose qui se stabilise plus rapidement, et on voit au niveau des piliers ça bouge pas. Il reste le problème de l'escalier qui est un peu mou ici, qui se tord, hein, les marches d'escalier qui se plient un peu sous le poids et que l'on va devoir raidir. Et on a aussi un autre problème qui apparaît dans la simulation, c'est que l'on a donc les barres ici sur l'extrémité qui se détachent. Alors ça peut être intéressant, mais on peut aussi les conserver donc attachés. Et puis éventuellement donc les piliers, on pourra les garder beaucoup plus stables donc au niveau du sol, ainsi que l'accroche sur l'escalier qui sera les dernières choses qui se détruiront. Donc ok, quand après donc stabilisation, on voit que les piliers déjà sont bien stables, mais on pourra mieux les stabiliser et on va donc venir corriger le décrochage ici des barres à l'extrémité donc de notre escalier, de notre plateau. Ok, donc pour ça on va créer donc un nouvel outil qui s'appelle donc des zones passives, DMM passive ici, que l'on va pouvoir définir donc pour un objet DMM, donc ici pour notre escalier. Ok, alors d'une part on va venir euh, en premier temps donc venir sur le matériau DMM, augmenter un peu le stiffness ici. Ok, voilà, on va pas tout à fait le doubler. Donc on va venir maintenant, après avoir raidi un peu notre escalier, donc on verra si c'est suffisant pour pas avoir ce creusement de l'escalier, on va venir aussi donc bloquer les pieds, bloquer la zone latérale ici qui s'accroche donc à l'autre partie de l'escalier. Donc pour ça, eh bien, on va créer des zones passives. Donc pour réaliser ça, eh bien, on sélectionne l'objet DMM, on vient dans DMM set et on vient dans Add New DMM Region to DMM Object, DMM Passive Region. Ok, donc ça va nous créer un petit cube semi-transparent vert que l'on va pouvoir donc déplacer, positionner à l'endroit où on veut. Donc on va commencer à stabiliser les pieds. Alors, il peut déborder un peu, c'est pas très important. Ok, donc par contre la hauteur, on va pas stabiliser l'ensemble du pied, mais juste la partie basse. Et donc on va venir positionner donc notre, voilà. Ok. Donc voilà pour les quatre pieds. On va recréer donc une deuxième zone maintenant que l'on va donc positionner latéralement. Donc ces zones-là vont être bloquées et vont pas donc réagir à la simulation. Donc ici, ça va nous permettre donc de bloquer les bords de barre qui vont être donc en connexion avec le reste de l'escalier. Donc ce genre de région va nous permettre de stabiliser la solution. Éventuellement, si la solution n'est pas assez stable, on pourra en mettre donc une région passive au pied de l'escalier ici. Bien sûr, ces régions-là donc sont définitivement exclues donc de la simulation et ne pourront en aucun cas donc réagir à la simulation. Donc on va relancer maintenant donc un playbast avec la simulation définie ainsi. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On voit tomber le cube donc sur l'escalier qui a un léger donc amortissement du choc ici. Donc on voit au départ une grande stabilité donc de l'escalier avec donc ces régions passives et le fait que l'on ait donc durci l'escalier avec le paramètre donc de stiffness. On va pouvoir donc maintenant pour terminer donc cet exemple et cette simulation, briser l'escalier donc sous le choc donc du bloc d'acier qui tombe dessus en venant modifier donc les paramètres du matériau. Donc pour ça, eh bien je viens sélectionner encore une fois mon escalier, matériel, node ici. Et je viens donc sur le paramètre ici de Toughness et le
descendre progressivement et tester donc la simulation. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On voit donc maintenant que le cube euh, lourd donc tombe sur l'escalier qui s'arrache donc ici au niveau de la jointure, hein, et qui casse littéralement, en se brisant donc en pas mal de morceaux et qui vient s'effondrer donc sur le DMM passive du fond et ici. Ok, donc on n'a plus cet effet de rebond. On a une raideur donc de l'escalier et qui est devenue donc fracturable. Pour terminer cette première approche sur la simulation DMM, nous allons voir un dernier exemple des possibilités de simulation des objets DMM et notamment de création. Précédemment, on avait vu comment créer des objets primitifs de manière assez simple, des objets directs, donc DMM. On avait vu comment créer donc à partir d'un low poly un objet qui s'appelle bar DMM object qui permet d'aider donc à la simulation d'un high poly auquel on va le lier. Il nous reste à voir donc rapidement donc la création d'objets DMM avec un AutoCage et la solution donc directe de création d'objets à partir du polymesh directement. Donc c'est cette dernière solution qu'on va utiliser ici dans notre simulation. Préalablement, on va voir donc les possibilités de création d'objets DMM avec ce qu'on appelle un AutoCage ici. Alors l'AutoCage correspond à quoi? Correspond à une enveloppe comme le bar object qui a été créé précédemment pour l'escalier, qui va envelopper donc l'objet et qui va servir donc d'enveloppe de simulation DMM. Donc il faut bien sûr que cette enveloppe soit le plus précis possible pour rendre compte de la forme de l'objet. Donc là, ici on a un objet relativement simple, mais on va s'apercevoir que même avec un objet relativement simple, comme la cuve ici du réacteur, eh bien, il faut avoir quand même une définition, donc notamment sur les options ici que je viens d'ouvrir, donc les options de DMM Object with AutoCage, on a Scale Gap et Target Face Count. Et bien, sur le Face Count ici, il nous faudra plus de 100 Face Count ici pour réussir à simuler de manière relativement précise donc la cuve ici. Alors, si je laisse les paramètres par défaut et je fais Create, voilà ce que j'obtiens. Ok, donc j'obtiens une enveloppe et c'est cette enveloppe là que on va utiliser et qui sert donc d'autocage au niveau donc de la cuve et c'est elle qui va réagir par rapport aux forces en présence, aux collisions et à tous les phénomènes donc de simulation. Si on regarde maintenant la même scène donc en défaut qualité rendering ici, on voit donc l'enveloppe ici donc en ligne en wireframe rose qui vient donc prendre en charge la cuve qui est déjà donc triangularisée et prête à se fracturer ou à réagir donc à une certaine élasticité par rapport à la simulation. Ok, mais on voit que cette enveloppe est peu précise et si par exemple on a un objet qui tombe sur la paroi de la cuve, eh bien la collision se fera donc au niveau des wireframes donc roses ici, des lignes donc du polygone qui enveloppe donc le toquage ici rose et donc on voit qu'on manquera de précision. Ok, donc il faudra augmenter bien sûr cette valeur-là. On va passer avec une valeur de 300, create, et donc avoir un résultat beaucoup plus précis que ce que l'on avait donc précédemment, un peu plus précis ici. Alors deuxième paramètre, c'est le gap ici qui permet donc de créer une distance, donc comme on peut le voir donc ici entre l'objet polygonal et la cage qui a été créée de simulation tout autour. Okay, donc on peut réduire scale gap ici à une valeur minimum de 0,1 pour essayer de coller donc au mieux euh, à la surface polygonale. Donc voilà le résultat que l'on obtient donc avec un scale gap à 0,1, un target face count à 600 ici. Ok, donc on obtient le résultat suivant ici et on va faire juste une simulation rapide avec donc une primitive DMM, object primitive cube, que l'on va lâcher donc au niveau de la cuve. Donc ici
l'objet primitif cubique est mis en place de telle manière de chuter donc sur la cuve, comme on peut le voir. Donc on a mis en termes de paramètres, j'ouvre donc le DMM Asset Manager comme on l'a précédemment vu, DMM Material Node Select ici, et j'augmente la densité du cube pour qu'il chute de manière un peu plus violente donc sur la cuve. Au niveau de la cuve, eh bien, on va mettre donc un paramétrage donc du matériel de telle manière qu'elle puisse se briser sous le poids du cube ici. Alors toujours DMM Asset Manager, Driven Tête Mesh ici je peux l'enlever, de telle manière que je vois donc au niveau de la cuve ce qui se passe. Je pourrais toujours donc le remettre, Driven Tête Mesh, voilà, ici. C'est lui qui va gérer dans tous les cas donc la simulation, et je peux venir sur DMM Material Node, sélectionner ici. Donc on a le matériel par défaut, je peux donc en associer un autre dans DMM Material, assign new DMM Material, et je vais prendre donc une cuve en fer avec un sheet métal ici. Ok, donc je peux voir les caractéristiques ici, donc densité 1100 relativement faible, ici avec donc une possibilité relativement faible aussi de pouvoir se briser, donc je la réduis un peu ici sur des valeurs de 2300, 2000, ok, on va arrondir, voilà, et on va lancer donc la simulation. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. L'objet donc arrive, hop, on va, voilà, l'objet arrive donc au niveau, on va rebobiner et relancer la simulation. Voilà, et donc l'objet donc primitif arrive donc au niveau de la cuve et vient briser donc la cuve. Et ici donc grâce au fait qu'on a défini donc la cage de simulation, donc le tête mesh, le driven tête mesh qui est relativement précis, eh bien on obtient donc un résultat ici relativement précis entre le choc du cube et la cuve. Donc c'est le problème principalement qu'il faudra résoudre dans ce cas de figure, avoir donc quelque chose de relativement précis si on a affaire notamment à des chocs pour que les contacts se fassent de manière assez réaliste. Donc la méthode de l'AutoCage est une méthode très intéressante parce qu'elle permet d'abord d'une part eh bien, de simuler plus rapidement donc, la fracture ou la déformation d'un polygone, et la possibilité de pouvoir aussi donc fracturer le polygone en dehors de sa forme d'origine. Donc on voit qu'on a donc un ensemble de fractures qui est maîtrisé par l'enveloppe donc extérieure qui pilote la simulation, donc le driven tête mesh que l'on a créé, qu'on a vu donc ici en rose et qui a disparu, donc je peux remettre, que l'on voit donc ici, simulate tête mesh. Donc si je mets ici, donc j'ai le driven tête mesh qui est l'enveloppe de départ, hein, ok, et puis j'ai le simulate tête mesh qui est le résultat ici donc de la découpe qui est fracturée elle aussi selon sa découpe et qui entraîne donc le polygone dans cette découpe là que l'on voit donc au fur et à mesure que le cube s'écrase donc sur la cuve. Ok, je l'enlève ici et on voit donc l'ensemble des fractures se réaliser. Donc j'avance d'une frame ici au fur et à mesure. Ok, voilà. Donc voilà une solution intéressante qui permet rapidement donc de pouvoir donc simuler des collisions. Alors au-delà des collisions ici entre le cube et la cuve qui a nécessité d'avoir donc un autocage relativement précis, eh bien on pourra utiliser le système d'autocage pour briser des éléments qui sont pas forcément donc ou déformer des éléments, briser ou déformer des éléments qui sont pas forcément en collision avec d'autres objets et qui n'ont pas besoin donc d'avoir cette précision là. Donc par exemple on pourra l'utiliser dans le cas d'explosion d'un élément, donc l'élément explose tout seul et part dans tous les sens dans l'espace. À ce moment-là la notion d'autocage est assez intéressante à utiliser ici.
Ok. Voilà donc pour la création de la fonctionnalité ici d'objet DMM avec un AutoCage. Bien sûr, il faut regarder donc les différents paramètres de manière plus précise. C'est ce que l'on fera donc dans les prochains tutoriels. Pour l'instant, on va revenir donc sur notre élément de base, ici la cuve donc de départ, et utiliser donc la dernière fonction qui est la création donc d'objets DMM à partir du polymesh directement. Ok, donc je reprends ma cuve, je viens ici donc from polymesh. Donc on va venir sur les paramètres ici d'area et de qualité que l'on a déjà définis pour les objets DMM primitifs. Donc area, bien, on va le descendre à l'unité et quality, ici on va l'augmenter donc à son maximum à 25 et laisser les paramètres de magnitude x, y, z qui permet de déformer vers un axe avec une force ici définie par la magnitude qui permet donc d'avoir des découpes sur les axes x, y, z privilégiés. Donc ici toutes les valeurs sont sur 1, on le laisse tel quel. Donc on fait create ici et puis donc on a la génération donc ici donc d'un polygone qui s'est transformé donc en DMM object et qui contient donc son propre driven tête mesh et son simulate bien sûr tête mesh qui colle complètement donc au polygone par rapport à la solution que l'on a vue donc de l'AutoCage. Cette solution bien sûr est beaucoup plus gourmande en termes de simulation et de calcul donc de la solution dynamique ici à travers donc les différents objets que l'on va donc transformer de polygones en DMM object par cette fonction DMM object from polygon mesh ici. Donc on va faire la même chose pour les différents éléments ici d'arche, pour le cœur du réacteur, le capuchon et puis les ailettes qui sont ici à l'intérieur. On va les basculer donc dans ce mode DMM Object from Polygon Mesh avec les mêmes caractéristiques. Donc voilà tous nos objets qui vont être pris dans la simulation qui sont passés donc en DMM Object, ici que l'on vient donc de sélectionner et transformer. Donc si maintenant on place donc des matériaux un peu résistants comme des DMM matériels de type iron, ici qui va nous permettre donc d'obtenir quelque chose de relativement résistant, éventuellement euh, écrasable et cassable donc sous l'impact d'une explosion par exemple, mais qui va donc être relativement aussi dur et non élastique au départ de la simulation. Ce qui est important aussi, de telle manière de conserver donc l'état initial ici de notre ensemble. Ok. Donc on va définir ce type de matériau. Donc ici on va venir sur l'objet de la cuve ou d'une arche ici pardon, et venir donc dans DMM matériel select. Donc on voit que le stiffness est relativement important. Avec des valeurs qui sont presque donc sur l'extrême en termes de stiffness. La densité est moyennement élevée, plutôt faible même, hein, de telle manière qu'au moment de l'explosion par un champ de force radial, eh bien, les objets décollent assez rapidement, donc les arches puissent décoller assez rapidement. Et ici, donc, le toughness est à 5500, ce qui va permettre de les briser. Alors, on pourra réduire cette valeur-là pour briser un peu plus fortement donc les arches. Ok. Au niveau de la cuve, on va regarder aussi donc le matériau utilisé ici qui est donc le même et éventuellement on va mettre en place un matériau un peu plus fragile entre guillemets qui va donc avoir un toughness relativement plus faible, hein, vers plutôt 1000-1500 ici, de telle manière de pouvoir rapidement fracturer la cuve sous l'impact donc d'un champ de force que l'on va mettre en place. Donc pour cela, on va créer donc un nouveau matériau qui s'appelle Iron 4 ici et sur lequel on va mettre donc une valeur relativement importante aussi de stiffness, une densité donc à 2900-3000
et un toughness, comme on peut le voir ici, dans les environs 2000, de manière encore une fois de pouvoir bien fracturer donc la cuve ici. Pour les éléments donc à l'intérieur, les réacteurs et les ailettes, eh bien on va utiliser donc un matériau de base de type wood qu'on va venir modifier donc en réduisant quand même la valeur donc de stiffness, en descendant donc la densité, et on voit que le toughness est relativement faible, est à 20 ici, de la manière qu'on puisse briser très rapidement donc le cœur ici du réacteur, on va dire, et les ailettes qui ont peu de découpe. Ici, donc, on a peu subdivisé pour des économies donc de simulation, de temps de simulation, mais qui devront quand même se briser donc sur la longueur, ici comme on peut le voir donc avec les découpes qui sont ici préparées. Ok, donc voilà donc les différents matériaux DMM utilisés avec les principaux paramètres pour mettre en place la simulation. Donc maintenant, on va faire deux choses pour venir bien caler la simulation. La première, c'est comme on l'a fait précédemment dans l'escalier, c'est venir donc stabiliser la solution, la base de la solution des différents objets avec donc un espace passif que l'on va créer en venant d'abord sélectionner donc l'ensemble de nos objets DMM. Ok, ici donc de cuve à réacteur en enlevant le sol. Et à partir de ces différents éléments ici, sélectionnés, eh bien on va venir dans DMM7, venir créer donc une nouvelle région, et on va créer donc une région passive, DMM passive région, qui va s'appliquer donc automatiquement à l'ensemble des objets sélectionnés. On n'a plus qu'à positionner donc cette région-là, ok, à l'agrandir, okay, et à venir donc la positionner à la base, ce qui va nous permettre donc de stabiliser d'une part l'ensemble donc de la cuve ici avec les différents éléments, et permettre de conserver donc une base comme ça qui après l'explosion restera en place. Donc on fera donc une base plus ou moins importante sur la hauteur principalement, voilà, selon la partie de base que l'on veut donc conserver. Donc voilà la première partie. La deuxième partie des éléments à mettre en place, c'est au niveau des ailettes ici qui sont donc reliés au réacteur et au niveau de la cuve. Donc, ils sont des éléments polygonaux donc indépendants, et comme on peut le voir, on a le réacteur, l'ailette et la cuve qui sont donc des éléments totalement indépendants. Si on lance la simulation, eh bien on a les ailettes qui descendent par effet de gravité. Donc effectivement, si on regarde la simulation que l'on lance ici, on voit que les ailettes tombent donc au fur et à mesure, donc que la simulation se déroule sous la force, sous l'effet de la gravité ici. Ok. Donc ce que l'on va faire pour venir coller les ailettes sur le réacteur qui est stabilisé à la base, on va venir créer donc une zone de glue, ce qu'on appelle une zone de glue, une zone de colle, ici, donc avec add new DMM region to DMM object, avec la fonction glue région ici. Donc pour ça, on va sélectionner donc l'ensemble des ailettes ici, ok, et venir sélectionner donc le réacteur et venir créer donc une zone de glue, a new DMM region to DMM object, glue région. Donc cette région englobe l'ensemble des objets que j'ai créés, et je viens limiter donc la zone ici de glue à l'intersection donc des, des objets qui m'intéressent. Ça veut dire donc au niveau de la jointure entre le réacteur et les ailettes ici à ce niveau-là. Ok, donc je vais légèrement agrandir pour que ça déborde. Voilà. Ok. Voilà. Donc à ce moment-là, on voit que
la solution est stable dans le sens où les ailettes ne descendent plus. Et quand on va venir exploser donc l'ensemble ici du réacteur, eh bien on aura les ailettes qui resteront partiellement accrochées, au moins la partie donc proche du réacteur, qui resteront partiellement accrochées donc au réacteur et le reste se détruira. Grâce donc à cette solution ici de glue région qui est assez intéressante. Ok. Donc reste maintenant pour finir notre simulation à mettre en place donc des champs de force classiques. Donc je vais revenir ici dans dynamique, dans le module dynamique, champ de force, ici file, et venir chercher donc le champ de force radial, ok, que l'on va venir donc positionner. Ok, donc on va revenir en défocalité ici, oui, Ops, voilà. Voilà donc le champ radial qu'on va positionner au centre ici donc du réacteur. Et puis on va venir ajouter un deuxième champ ici, turbulence. Hop. Voilà, turbulence. Alors, une chose importante pour les objets DMM à signaler, quand on crée des champs de force, il faut, à l'inverse des objets dynamiques, rigid body, soft body, dans Maya, créer aucun, pardon, de ne sélectionner aucun objet DMM au moment de la création donc, des champs de force. Donc, aucun objet DMM ne doit être sélectionné au moment de la création des champs de force. Ça crée donc une erreur. Et il faut à ce moment-là venir donc supprimer donc le champ de force. Donc au départ, les champs de force dans Maya pour les objets DMM sont créés de manière totalement indépendante, à l'inverse de la méthode que l'on peut utiliser donc encore une fois pour les rigides et soft body de Maya classique, de la dynamique de Maya classique. Ici donc j'ai radial et turbulence qui sont pour l'instant reliés à rien du tout et à aucun objet DMM, et je viens sélectionner donc l'ensemble de mes objets DMM, donc de cuve, j'enlève le sol qui est en passive de toute façon DMM, et je viens donc sélectionner ensuite radial turbulence, et je reviens dans le menu DMM, dans le menu DMM Asset, ici, Apply Maya Force to DMM Object. Ok. Et à ce moment-là, donc, les objets DMM ont pour donc champ de force à prendre en considération donc les deux champs de force radial et turbulence. Alors pour voir ça, eh bien, on peut sélectionner un objet DMM et venir donc en bas du DMM Asset Manager, Maya Force, et on voit donc les forces qui sont listées ici, radial field, turbulence field ici, que l'on pourra sélectionner pour venir modifier ou tous les sélectionner. Donc c'est dans cette liste-là, à la base donc du DMM Asset Manager, qu'on va voir les forces qui sont donc mis en place pour cet objet sélectionné, cet objet DMM sélectionné. Ok. Donc une fois que l'on a mis ça en place, eh bien on n'a plus qu'à lancer donc la simulation, à régler bien sûr les paramètres donc de radial sur la magnitude. Donc ici des magnitudes donc dans les environs de 20, 30, 40, 50. Alors tout dépend bien sûr de la taille de la scène. Ici on a une scène qui est relativement faible en taille, hein. On a une distance donc de la taille ici de la cuve du réacteur qui fait à peu près 3 ou 4 unités. Et donc on a une magnitude ici avec des valeurs donc de 10, 15, 20 qui vont déjà bien fonctionner pour ce genre de scène, hein. Ici donc au lieu de 5, eh bien, on va mettre donc magnitude 20. L'atténuation, eh bien, on pourra en mettre une atténuation par rapport à une distance. Si j'ai une scène qui fait à peu près une dizaine d'unités, j'ai dit 3-4 unités pour la cuve, donc ici on va limiter donc, le champ radial à 5-6 ici, ok, ce qui permettra donc d'avoir un noyau explosif au centre ici du réacteur. Ok. Donc on pourra keyframer bien sûr cette valeur de magnitude, on pourra régler la turbulence de telle manière que les objets commencent et continuent à vibrer après l'explosion ici. Pareil pour la magnitude de la turbulence, on sera plutôt sur des valeurs de 15 à 20 ici, avec une fréquence, eh bien tout dépend de la taille de la scène, mais ici on la descendra donc
à 0,1 de manière générale. Donc ici, je viens régler donc la magnitude du champ radial pour avoir une explosion à la frame 50. Donc de 1 à 48, on a une augmentation légère donc, de la magnitude du champ radial pour légèrement fissurer donc l'ensemble de la cuve du réacteur et des différents éléments présents dans la simulation. Et puis donc à 50, ça explose pour retomber donc aussitôt 10 frames plus loin, donc à 60 en termes donc de magnitude du champ radial. Donc on mettra une turbulence ici magnitude 50 pour commencer à faire vibrer donc dans les premières frames la cuve, et on pourra donc obtenir avec ces deux champs de force et les différents éléments que l'on a mis en place, comme donc la région passive et la région glue qu'ici on a cachée, on pourra donc obtenir la simulation suivante. Ok, donc je lance le playbast ici, voilà. Donc on voit au départ de la simulation la vibration donc de la fréquence et du basculement légèrement donc du réacteur central. On voit bien donc l'accroche de la région glue, les ailettes qui restent accrochées même jusqu'à la fin donc au niveau du réacteur, ou partiellement les parties qui ne sont pas brisées. Et ce que l'on voit aussi donc à la base, c'est la région passive qui laisse donc toute la base donc de la cuve et des éléments latéraux donc intacts sur la hauteur donc de la région passive. Ok, donc on voit ici donc la vibration, l'explosion donc due au champ radial, les différents éléments qui vont partir, et on voit dans cette explosion là que les parties des ailettes ici restent accrochées donc au réacteur, dû donc au phénomène encore une fois de la région de glue, et la base donc qui reste quasi intacte ici, fissurée, un peu fissurée, mais la partie passive reste vraiment intacte. Ici, on le note donc à la fin de l'explosion. Ok. Pour terminer cette dernière simulation ici de notre première approche donc des objets DMM, eh bien on pourra combiner donc le résultat de l'explosion des objets DMM qui se fracturent donc sous l'impact des champs de force radiale et turbulences, comme on peut le voir encore ici sur le playbast, ici que je lance. Eh bien, on pourra donc rajouter par exemple des explosions de particules ou de fluides qui viendront compléter donc le visuel ici donc de la simulation. Okay. Donc en 50, l'explosion ici. Alors ici j'ai lancé donc directement la lecture. On voit que l'on n'est pas donc en real time, mais le calcul se fait relativement rapidement. Euh, c'est dû au fait que en fait on est venu enclencher, donc je suis venu enclencher sur la scène le cache qui va permettre donc de mettre en cache donc sur le disque dur, d'écrire donc la simulation des différents éléments donc qui sont ici pris en compte dans cette simulation. Donc pour ça, eh bien, on prend un objet, le DMM, l'Asset Manager, et on vient par exemple donc sur DMM set node. Ok, donc on se retrouve ici sur le node de la scène, DMM scène. Alors on retrouve ici aussi la gestion donc, des scènes. On ne rentrera pas dans ce premier tutoriel dans le détail ici de la gestion des scènes, mais sachez donc que l'on peut gérer donc, plusieurs scènes DMM dans une même scène Maya. Et pour enclencher donc le cache, le DMM cache, eh bien, il faut venir ici cocher donc enable DMM cache, ce qui est le cas ici maintenant. Et donc à ce moment-là, on va descendre donc sur les paramètres de DMM scène cache attribute. DMM cache est coché. Éventuellement, je peux donner ici donc un nom
un path name donc de mon cache pour le définir et puis définir des paramètres donc de setting, cutoff et offset au niveau ici du cache. Donc à partir du moment où on a donc enclenché Enable DMM Cache, le cache est enregistré et si donc on relie, eh bien ça relie donc directement ce qu'il y a donc en cache et pour venir donc retransformer bien sûr la simulation, il va falloir donc venir ici dans DMM Scene et faire Reset DMM Cache ici. Ok, et ce qui permettra de repartir donc avec une nouvelle simulation. Bien sûr, on aura pris soin entre deux, après le reset, de modifier des paramètres et de relancer donc la simulation. Voilà donc pour obtenir en cache donc la simulation DMM de notre scène. On reviendra plus précisément là-dessus sur des tutoriels qui feront suite à ce premier tutoriel généraliste. Et puis on va venir donc mettre en place deux explosions ici, une explosion interne et externe sous la forme de boîtes de fluide qui vont nous permettre de compléter le visuel. Donc on va régler de manière assez classique, je vais venir ici faire réapparaître donc les boîtes de fluide et on va venir régler de manière assez classique donc en keyframant donc certaines valeurs dans la boîte de fluide et notamment donc d'une part le scale de la boîte de fluide. On va l'augmenter au fur et à mesure de l'explosion. Donc elle va trouver son apogée ici dans les environs de 45, avec une valeur de 45 ici en termes de scale. Et puis on va régler donc ici les explosions dans l'explosion pardon dans le shape. Alors, dans le shape, on va au niveau des fluides ne pas utiliser la dynamique des fluides, donc tout le monde va être en off ici dans Content Method et on va venir donc faire une explosion à l'aide du shading et notamment assez classiquement à l'aide des paramètres de color mais surtout incandescence qu'on va régler donc pour venir briller pour simuler l'explosion au moment où cela nous intéresse. Donc ici à la frame 8 ça va être entre 3 et 8 au maximum comme on peut le voir ici. Si on regarde l'explosion externe, eh bien on aura la même chose mais un peu plus loin. Donc au moment de l'explosion de la cuve, dans l'incandescence, eh bien on va retrouver donc les mêmes types de paramètres et là l'explosion, je dirais en termes d'incandescence, va se faire donc à 50-55 ici au moment justement qu'elle est donc avec l'explosion du champ radial qui se fait aussi donc à la frame 50. Ok. Donc voilà, principalement, on fera la même chose donc pour la valeur de color donc et d'incandescence principalement. Ici, éventuellement, on pourrait régler les paramètres d'opacité et les paramètres de glow intensité aussi. On va augmenter donc bien sûr l'intensité du glow au moment de l'explosion, donc avec une valeur à 0,4 ici. Ok. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici après Playbast réalisé. Donc la première explosion interne qui fait bouger, donc qui est due au phénomène de turbulence et du radial qui commence à monter, qui fait vibrer un peu, calé donc avec la première explosion interne, et puis la deuxième explosion ici qui intervient à la frame 50 et qui fait donc exploser totalement donc la cuve. Bien sûr, il va falloir donc ici c'est une simulation dans le viewport. Il va falloir donc jouer sur les textures, brûlées, noircies, sur les différents matériaux ici, puis rajouter bien sûr d'autres éléments. On pourra venir ajouter donc des particules, par exemple en instance, sous la forme de petits blocs qui viendront rajouter donc du grain à l'explosion pour passer donc des gros blocs simulés donc en DMM à l'explosion de fluide. Entre les deux, et bien on aura des petits blocs que l'on pourra rajouter donc comme on l'a précédemment fait dans des tutoriels de l'explosion planétaire. On a montré comment on pouvait donc à l'aide de différentes granularités obtenir donc une explosion relativement réaliste.
Ok, donc voilà un peu donc une première approche donc de ces objets DMM qui permettent de réaliser de manière assez complète et de manière beaucoup plus rapide aussi et stable des simulations donc dynamiques en termes de déformation ou de fracture donc d'objets. Par rapport donc au moteur de base de Maya, on a ici donc avec les DMM un moteur beaucoup plus puissant.